Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des pratiques commerciales des influenceurs, du hackathon du barreau de Paris et on parlera management package. On commence tout de suite cette émission avec Jacqueline Brunelay, avocate au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel pour parler des pratiques commerciales des influenceurs. Jacqueline, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on a assisté à une certaine dérive de la part d'influenceurs qui faisaient de la promotion de produits sur leur compte, sur leurs réseaux sociaux auprès de leurs abonnés sans les avertir. Il y a eu un certain nombre de sanctions de la DGCCRF, mais quel est le cadre légal de ces pratiques commerciales des influenceurs ? Alors, il faut savoir qu'à ce jour, le monde des influenceurs, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une zone de non-droit. Il y a un cadre juridique qui, d'ailleurs, comme vous le dites, a déjà donné lieu à des condamnations, mais c'est vrai qu'il est un petit peu disparate. On a finalement une sorte d'archipel de dispositions, avec des dispositions légales qu'il faut être générales. Je pense notamment à tout ce qui touche aux pratiques commerciales trompeuses, notamment le fait de se présenter comme un consommateur faussement est une pratique commerciale trompeuse. On a commencé à avoir une incursion dans le domaine spécial des influenceurs, avec en 2020 une loi qui est venue encadrer l'exploitation de l'image commerciale des enfants influenceurs, des influenceurs de moins de 16 ans dans certaines conditions. Et puis autour de ça gravitent également des règles déontologiques cette fois, notamment des règles qui sont édictées par l'ARPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui a édicté ses propres critères pour définir à quel moment un influenceur devient une communication commerciale et publicitaire surtout. Donc on a un petit peu ces différents textes qui gravitent et qui visent un encadrement, mais ils sont disparates. Ils sont éclatés du coup un petit peu en différents îlots et par conséquent aussi les influenceurs, notamment les petits influenceurs, peuvent être amenés à ne pas se sentir concernés. C'est-à-dire qu'on a à la fois un problème parfois de cohérence d'ensemble et puis un problème de cible, puisqu'il peut y avoir des personnes qui ne se rendent pas compte que oui, lorsqu'ils promeuvent certains produits, eh bien, ils sont soumis à des règles commerciales, à des règles sur la publicité. Alors, il y a une pratique qui est très utilisée par ces influenceurs, c'est le dropshipping. De quoi s'agit-il ? Alors, le dropshipping, c'est la pratique par laquelle un vendeur va vendre des produits à un acheteur, mais va le faire livrer directement par le fabricant. C'est-à-dire qu'à la différence d'une relation commerciale classique quand vous allez dans un magasin, où le commerçant aura acheté son stock, gère son stock et puis vous le revend. Là, le vendeur, finalement, va être la boîte aux lettres juridique, finalement, et n'aura pas les produits en main, ne va pas gérer ce stock. Là où ça pose des problèmes, puisque la pratique en soi, elle est complètement légale, il n'y a rien qui vous oblige à détenir un stock. On peut tout à fait faire expédier des produits directement de chez le fabricant à l'acheteur. Le problème que ça peut poser, c'est que ça peut déresponsabiliser le vendeur. C'est-à-dire que notamment lorsqu'il y a parfois même des formations pour développer le dropshipping qui sont vendus un petit peu comme des produits miracles et les gens ne se rendent pas forcément compte que lorsqu'ils font du dropshipping, ils sont vendeurs et ils sont soumis à toutes les obligations d'un vendeur, que ça soit dans la manière d'organiser la relation commerciale, notamment de respecter toute la réglementation sur les ventes à distance, le droit de la consommation et aussi toute la réglementation qui touche aux problèmes de sécurité. S'assurer que le produit est safe finalement, qu'il ne contrevient pas aux normes de sécurité ou même aux normes de propriété intellectuelle. Et c'est en ça que la pratique pose problème, alors que en soi, elle est tout à fait légale. Donc c'est plutôt son application qui pose difficulté. Bon, on a vu cette pratique qui pose problème. Vous avez évoqué également le cadre juridique. Il y a actuellement une proposition de loi qui est débattue sur le cadre juridique des influenceurs. De quelle manière va-t-il évoluer ce cadre juridique ? Alors, parce qu'effectivement, mieux encadrer les influenceurs, c'est un petit peu la question que tout le monde se pose et l'ambition que s'est donnée le Parlement, avec, comme vous le rappelez, une proposition de loi qui, à ce jour, a été votée à l'Assemblée nationale et qui sera débattue devant le Sénat le 9 mai. Donc à ce jour, l'affaire est à suivre. Mais la manière dont est envisagé le fait de réguler les influenceurs est déjà le fait de les définir. Et c'est vrai que c'est un petit peu le nerf de la guerre, il faut savoir de quoi on parle, et notamment, est-ce qu'on parle de professionnels, est-ce qu'on parle de commerçants, est-ce qu'on exclut certains modes de communication ? Parce que c'est seulement une fois qu'on saura de quoi il s'agit, juridiquement parlant, qu'on va pouvoir poser un cadre clair dont le défi est aussi de conserver une certaine cohérence vis-à-vis des dispositions qui existent et l'évolution du cadre législatif
telle qu'elle est envisagée à l'heure actuelle, vise notamment à spécifier et préciser que, par exemple, les influenceurs sont soumis aux règles existantes sur la publicité. Alors, pour que ces règles s'appliquent, il faut bien savoir à qui elles vont s'appliquer, donc bien définir les influenceurs, si je vous comprends bien. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci pour cet éclairage. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission Lex Inside et je suis en compagnie de Yann Leclerc, secrétaire général de l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine, Avocat Lab 92. Yann, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, un mot pour parler de l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine. Merci. Oui, effectivement, le barreau des Hauts-de-Seine a créé son incubateur il y a déjà 4 ans, avec une triple mission, évangélisation avec les matinales mensuelles de l'incubateur, deuxièmement, le concours de l'innovation, et puis troisièmement, l'incubation, bien entendu. Alors, quels sont les projets qui ont été réalisés là ? Alors, il y a 2 ans, on avait incubé 5 projets dans des domaines très divers, toujours accompagnés par des avocats. C'était la mise en relation avocat-prospect. Un deuxième projet, c'était aider les intermittents du spectacle. Un autre projet, c'était d'aider les sans-papiers, enfin les personnes sans-papiers à régulariser leur situation vis-à-vis des préfectures. Vous voyez, des projets extrêmement diversifiés. Et puis le dernier projet qu'on a primé, c'est Relax Papers, qui consiste à aider les malades, faire connaître leurs droits aux malades et aux aidants des malades. D'accord. Hormis ces projets, quelles sont les activités de l'incubateur ? Alors l'incubateur réalise 1 fois par mois, voire même 2 fois par mois, des matinales. Alors ces matinales consistent à trouver des sujets innovants, comme par exemple le no-code pour créer un site internet, comme la sécurité informatique, comme développer votre réseau, comment bien se comporter sur les réseaux sociaux, comment utiliser les réseaux sociaux pour développer votre activité. Bien pratique, on va dire, pour les avocats. C'est tout à fait ça, pour les avocats du ressort. Et puis de toute façon, on a une audience quasiment nationale, puisque notre idée, c'est d'être ouvert, voilà, de faire connaître à la profession les nouveaux outils. Alors l'actualité de l'incubateur, c'est le hackathon du barreau des Hauts-de-Seine. C'est les 23 et 24 juin prochains. Quelle est cette initiative ? Pourquoi un hackathon ? Alors, on avait fait 2 années d'innovation avec des projets d'incubation, avec un concours. Vous avez un projet, on va vous incuber. Et on avait envie de changer de formule. On s'est dit, tiens, on va faire travailler ensemble des ingénieurs, des élèves d'école de commerce, des élèves avocats, des avocats, des professionnels, des juristes d'entreprise. Et on s'est dit, bon, on va tenter le coup, on va les faire travailler ensemble pour déboucher d'une idée, aller jusqu'au prototypage. Et ensuite, alors on essaye d'avoir une 50aine de candidats. Le hackathon, c'est quelque chose d'assez dynamique, c'est-à-dire sur 2 jours, 23-24 juin. On a lancé l'appel à projet. Les candidatures seront ensuite sélectionnées le 1er juin. Et puis, à la fin du hackathon, on a tout de suite les pitchs, le jury, composé de 9 personnes, qui va se prononcer et qui va délivrer immédiatement les prix. 3 prix d'incubation, c'est-à-dire que les 3 premiers seront incubés pendant 6 mois par l'incubateur de la Chambre de commerce et d'industrie du 92. Et puis les autres auront de multiples récompenses, bien entendu, pour saluer le travail qu'ils ont effectué pendant 48 heures dans les locaux du Palais. Donc on va faire ça dans les locaux de l'ordre. Quels seront les critères pour justement désigner ces lauréats ? Alors les critères, ce sera le respect des règles déontologiques, les projets destinés à aider les avocats, les cabinets d'avocats, sur le plan pratique, sur le plan du quotidien. Et puis, ce qu'on aime bien, c'est une sorte de volonté d'innovation qui permet donc de développer cette profession et de casser
les codes du métier de l'avocat. On va conclure là-dessus. Merci d'avoir présenté donc ce hackathon. Donc rendez-vous les 23 et 24 juin prochains. Tout à fait. Merci. Merci encore. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit l'émission Lex Inside et on va parler Management Package avec mon invité Laurent Julienne, associé de Leurins. Laurent, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Management Package? Alors le Management Package, en fait, ça définit toutes les conditions qui vont permettre à un manager, par exemple, d'exercer ses fonctions de mandataire social ou de salarié au sein d'une société. La composante centrale d'un Management Package, c'est l'accès au capital. Mais il n'y a pas que l'accès au capital, il ne faut pas négliger les autres aspects, c'est naturellement les conditions de rémunération, salaire fixe, salaire variable. Ça va être également les conditions d'exercice de son travail au quotidien, les délégations dont il va pouvoir disposer, les moyens financiers, les moyens humain, et puis également ce qui va se passer à la fin de cette collaboration, les clauses de non-concurrence, etc. Alors rentrons un peu dans le concret. Quelles sont les situations dans lesquelles on a recours au Management Package? En réalité, elles sont multiples, Arnaud, puisque alors on parle souvent de Management Package dans des opérations de LBO, de reprise de société aux côtés de fonds. Donc là, c'est vraiment le cas typique de Management Package, mais il n'y a pas que ça. On parle de Management Package pour des recrutements également de dirigeants qui posent comme condition d'accéder au capital pour pouvoir effectivement prendre un job au sein d'une société. Mais ça peut être également un outil très utile pour, par exemple, motiver une équipe commerciale dans le développement de la société. Bon, on voit les recours sont nombreux. Vous avez choisi de faire un ouvrage sur le sujet. Pourquoi? Quelle est l'origine de cet ouvrage? En fait, je me suis aperçu, ça fait très longtemps que je travaille sur les management packages, et les management packages, en fait, c'est issu d'une réglementation qui s'est formée comme un millefeuille, en fait, par sédimentation. Et à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de remettre tout à plat. Par exemple, de déterminer pour chaque type d'outil quelles étaient les sociétés qui pouvaient les émettre, quelles étaient les personnes qui étaient éligibles, quelles étaient les limitations, par exemple en termes de plafond de capital, plafond collectif, plafond individuel, quelles étaient la fiscalité applicable, et de serrer en fait tous ces sujets-là pour pouvoir disposer d'un outil de choix des outils de management package en fonction des objectifs, en fonction des contextes, puis naturellement en fonction de la volonté des personnes concernées, à savoir la société et le manager. Alors aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît avec les multiples crises, est-ce que c'est un outil qui est encore beaucoup utilisé ? C'est un outil qui est beaucoup utilisé, je dirais même de plus en plus utilisé. On le retrouve par exemple maintenant dans certaines activités libérales, par exemple une société de notaire, si jamais elle est constituée sous la forme d'une société par action, peut émettre des outils d'intéressement au capital, donc peut mettre en place un management package. On le retrouve aussi dans des projets d'intrapreneuriat, d'innovation dans les groupes. Puisque l'idée, par exemple, pour un porteur de projet qui est issu d'un groupe et qui veut développer dans le cadre de ce groupe un projet, mais tout en étant intéressé à la valorisation de ce projet, eh bien, le management package va lui permettre d'avoir une participation au capital de cette filiale, par exemple. Donc, ça a permis vraiment de fidéliser ces managers? De les fidéliser, de les motiver, et peut-être encore plus important, de les reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître leur implication. C'est-à-dire qu'il y a naturellement un aspect financier qui est très important, mais c'est aussi une reconnaissance de l'apport qu'ils ont à la société, à la création de valeur qu'ils apportent grâce à leur travail. Pour terminer, l'avenir des management packages? Illimité. Illimité. Alors, c'est vrai qu'on a quelques contraintes, voire des craintes sur certains aspects fiscaux depuis les jurisprudences de juillet 2021, mais je pense qu'on est en train de dégager des solutions pour malgré tout sécuriser. Mais le management package, à mon avis, est appelé à connaître un développement à la fois en termes de situation, de contexte, et puis en termes de sophistication en fonction des objectifs recherchés par les parties. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.